Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la suite du programme aujourd'hui et pour parler de ce troisième et dernier paramètre fondamental, l'humidité. De quoi s'agit-il concrètement? Vous en avez ici la définition, l'humidité c'est la présence d'eau ou de vapeur d'eau dans l'air. Elle peut se mesurer grâce à un instrument que vous connaissez certainement déjà tous, l'hygromètre. Hygromètre à cheveux ici, petite particularité, c'est l'un des premiers hygromètres qui a été mis en place. Le principe est relativement simple, on va utiliser un cheveu, tout simplement parce qu'un cheveu réagit relativement bien à l'humidité. Pour ceux et celles d'entre vous qui auraient les cheveux longs, vous en avez tous déjà fait l'expérience, les cheveux ont tendance à friser lorsque l'humidité devient importante. Et dans un hygromètre, ça se mesure. On peut avoir une variation de la taille du cheveu, une dilatation, une réduction en fonction de l'humidité. Aujourd'hui, vous en doutez, on n'utilise plus forcément des cheveux, on est capable de le faire de manière beaucoup plus perfectionnée. Et on a des hygromètres numériques qui ont fleuri un petit peu dans toutes les maisons, des petites stations météo portables qui permettent de connaître à tout moment la température, l'humidité, la pression atmosphérique, etc. Cette humidité s'exprime en pourcents. On parle d'humidité relative. Mais il y a malgré tout trois notions que l'on doit distinguer. La première, c'est l'humidité absolue, HA. Ça correspond au poids de la vapeur d'eau exprimée en grammes que contient 1 mètre cube d'air. En d'autres termes, c'est la quantité réelle d'eau contenue dans l'air. Vous avez l'humidité saturante, HS, qui correspond au poids maximum de vapeur d'eau exprimé en grammes que peut contenir 1 mètre cube d'air. Elle dépend bien évidemment de la température de l'air, nous allons y revenir. En d'autres termes, on parle ici de valeur maximale possible. Ça ne signifie pas que le maximum est forcément atteint. Enfin, humidité relative, HR, c'est le rapport en pourcent entre humidité absolue et humidité saturante. Donc c'est le pourcentage d'humidité qu'on a véritablement dans l'air et c'est ce qu'indiquent souvent les stations météo que vous avez dans vos maisons. Pour faire le calcul, on est sur des choses qui sont relativement simples. Humidité absolue divisée par humidité saturante fois 100, vous obtenez l'humidité relative. Revenons ici sur ces questions de température. Vous le voyez, l'humidité saturante est de 30 grammes par mètre cube à 30 degrés, de 20 grammes par mètre cube à 20 degrés, de 10 grammes par mètre cube à 10 degrés. Jusque-là, rien de très compliqué. À 0 degré, on a encore 5 grammes par mètre cube. Et vous voyez que là, ça descend un petit peu plus lentement. À moins 10 degrés, encore 2 grammes par mètre cube. Et à moins 20 degrés, encore 1 gramme par mètre cube. On est bien évidemment sur des approximations. C'est juste pour vous donner quelques indications et ça facilitera les calculs que nous allons faire juste ensuite, juste après, puisque je le sais, les maths ne sont pas forcément ce que vous préférez, mais pourtant, ça nous permet ici de comprendre un petit peu mieux le phénomène et ça va nous permettre aussi d'expliquer certaines situations météorologiques qui se présenteront un petit peu plus tard. Ainsi, à cette question, j'attends bien évidemment votre réponse. Si l'humidité relative est égale à 50% et que l'humidité saturante est à 20 grammes, combien vaut l'humidité absolue? Pour rappel, l'humidité saturante, c'est le maximum possible. Et l'humidité relative, c'est ce qu'on a par rapport justement à ce possible. Si on a donc 50% de l'humidité absolue, vous vous en doutez, on aura bien 10 grammes par mètre cube. Si vous êtes arrivé jusque-là, on part déjà sur de bonnes bases. Sinon, je vous laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Et comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Avec l'altitude, l'air se dilate et se refroidit. De manière générale, environ 1 degré pour 100 mètres. Encore une fois, on n'est pas sur des valeurs extrêmement précises, mais le but c'est surtout de comprendre le phénomène et d'utiliser pour ça des éléments plutôt évidents. Donc très logiquement, si la température diminue, vous vous doutez que la capacité de l'air à stocker de l'humidité va réduire à mesure qu'on monte, jusqu'au moment où l'humidité relative atteindra 100%, c'est-à-dire qu'on a autant d'eau dans 1 mètre cube d'air que ce qu'on peut en avoir au maximum. Et à partir de là, tout ce qui est en excès sera libéré. Ça va libérer bien évidemment de la chaleur. Et donc on ne remontera à partir de là, on ne perdra à partir de là, plus que 0,5 degrés pour 100 mètres. Mais on aura également des précipitations. C'est ce qui se passe notamment lorsqu'on a du feu dans la vallée. On a de grandes précipitations au Tessin. Ce que vous voyez par exemple ici, à mesure que l'air monte, il va se décharger en humidité, franchir le sommet puis redescendre. Et en descendant, il va se réchauffer, d'où l'explication d'un vent souvent chaud qui souffle dans nos régions. C'est un phénomène que vous pouvez observer d'ailleurs dans différentes
régions, différentes localités, en vallée, mais pas uniquement, au Grison également par exemple. Et ça donne des nuages que vous avez peut-être déjà tous pu observer, les nuages en bannière qu'on trouve notamment sur le Cervin, qui témoignent justement de cette humidité de l'air. Ce qui nous amène justement à ce schéma, un schéma qui va hanter certains d'entre vous, qui encore une fois est très simple, peut-être trop simple par rapport à la réalité, mais qui nous permet de comprendre un petit peu ce phénomène. Le vent va partir d'Ost pour aller jusqu'à Sion. Le point de départ, et je vous le donnerai toujours, c'est une altitude environ de 500 mètres, une température de 30 degrés et une humidité relative de 80%. À partir de là, je vous demande tout simplement de me déterminer la température et l'humidité relative à Sion. Comment procéder? Par étapes tout simplement. Si l'humidité relative est à 80%, vous êtes capable à partir de là de déterminer l'humidité absolue. Et pour cause. À 30 degrés, l'humidité saturante est au maximum de 30 grammes. Donc HS égale 30 grammes par mètre cube. HA, l'humidité absolue, est à 80% de ces 30 grammes. 80% de 30, vous pouvez faire le calcul assez simplement, divisé par 100 fois 80 ou divisé par 10 fois 8, vous arrivez à 24 grammes par mètre cube. Donc on a véritablement 24 grammes par mètre cube à 500 mètres d'altitude à Ost. À partir de là, l'air va monter progressivement, et à mesure que l'air monte, la température va diminuer, jusqu'à atteindre le point de saturation, c'est-à-dire le moment où la quantité d'humidité présente atteint le maximum possible. On a 24 grammes, on pourrait en avoir 30. Bien évidemment que en montant, l'humidité ne va pas changer, on restera à 24 grammes, donc c'est ce maximum qui va diminuer. Rappelez-vous, on avait vu que chaque 100 mètres, on perdait 1 degré. Donc, lorsqu'on aura monté de 600 mètres et atteint 1100 mètres d'altitude, la température sera à 24 degrés. Et à 24 degrés, ça signifie que vous pouvez avoir au maximum 24 grammes par mètre cube. Or, c'est ce qu'on a. Ça tombe bien, on est à 100% d'humidité. À partir de là, l'air ne va pas s'arrêter, va continuer à monter. Mais comme on est déjà à 100%, on va avoir de la condensation. L'air va continuer à monter, va continuer à refroidir, mais plus lentement, puisqu'on perd non plus 1 degré par 100 mètres, mais 0,5 degré par 100 mètres. Sachant qu'on a 1100 mètres, qu'on doit encore monter à 2300 mètres, on parcourt 1200 mètres de plus. 1200 mètres, on devrait perdre en temps normal, si on perdait 1 degré par 100 mètres, 12 degrés. Or, comme on ne perd plus que 0,5 degré et plus 1 degré entier, on perdra 6 degrés. Donc la température au sommet sera de 18 degrés. L'humidité relative sera toujours de 100% puisque on aura 18 degrés, on peut contenir au maximum 18 grammes par mètre cube, et ça tombe bien parce que toute l'humidité en plus s'est condensée et a formé des précipitations sur le Val d'Ost. Donc l'humidité sera toujours à 100%. Et ensuite, l'air va redescendre. À partir du moment où l'air redescend, le calcul est relativement simple. Là où on perdait 1 degré par 100 mètres, on va regagner 1 degré par 100 mètres. Donc on passe de 2300 mètres à 500 mètres. La température va augmenter, si vous faites le calcul, de 18 degrés. Donc on sera à Sion à 36 degrés, soit plus que dans le Val d'Ost, pardon. Par contre, l'humidité ne va pas varier, à moins bien évidemment de passer sur une grande étendue d'eau, d'avoir de l'évaporation. On part du principe ici, d'un principe peut-être faux mais assez simple parce qu'il nous permet de comprendre ce phénomène, que l'air redescend sans se charger d'humidité. Et donc quand on était à 18 grammes d'humidité au sommet, on a de nouveau 18 grammes d'humidité au fond. Ça ne change absolument pas. Or, la température, elle, a changé. On est à 36 degrés. Donc ça signifie qu'on peut avoir au maximum, humidité saturante, 36 grammes. Si on peut avoir au maximum 36 grammes et qu'on en a en réalité 18, puisque l'humidité n'a pas changé, vous en doutez, on est bien à une valeur de 50% d'humidité. Voilà plus ou moins comment on procède. Voilà ce que je vous demanderai d'être capable de faire. Encore une fois, il s'agit d'un raccourci, d'une situation un peu plus simple que la réalité, mais qui nous permet de comprendre ce phénomène. À mesure que l'air monte, il se dilate. Comme il se dilate, il perd de la chaleur. Comme la chaleur diminue, la capacité de l'air à contenir de l'humidité va diminuer également.
tant que l'humidité présente reste inférieure au maximum possible, ça ne pose pas de problème, l'air va se refroidir d'1 degré par 100 mètres. À partir du moment où l'humidité présente correspond au maximum acceptable, tout le surplus va être évacué. Et qui dit évacuation dit précipitation. Sauf que, comme il pleut, on libère de l'énergie. Et donc, on ne perd plus que 0,5 degré par 100 mètres, jusqu'au sommet. Et après, on redescend, on regagne 1 degré par 100 mètres, comme on l'a vu. Ce qui explique pourquoi, vous le voyez, quand on a un temps qui est relativement chaud déjà dans le Val d'Ost, par exemple, on peut avoir du fun en vallée, tout simplement parce que l'air va se décharger en humidité, donc il va venir sec en vallée, et plus chaud qu'il n'était parti du Val d'Ost. On peut faire le même exercice avec Bellinzone. Partons cette fois, et vous le voyez, on a une différence d'altitude, ce qui n'est pas sans intérêt. Partons de Bellinzone à 200 mètres d'altitude pour une température de 20 degrés et une humidité relative de 60%. Encore une fois, je vais le faire avec vous. Le prochain, je vous laisserai seul et j'espère que vous en sortirez dans les meilleures conditions possibles. Donc encore une fois, partons de ce que nous savons. Si nous avons une température de 20 degrés, ça signifie que nous pouvons avoir au maximum, et c'est HS, humidité saturante, 20 grammes par mètre cube. Or, nous avons 60% de ces 20 grammes. 20 divisé par 10 fois 6, on est bien à 12 grammes d'humidité absolue. Donc on peut avoir au maximum 20, on a réellement 12. Ce qui signifie qu'on peut encore monter d'un certain nombre de mètres avant d'atteindre la limite. Le calcul est relativement simple. Encore une fois, l'humidité absolue ne va pas augmenter, on ne va pas passer de 12 grammes à 20 grammes. Par contre, la température de l'air va diminuer. Et la question qui se pose, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on n'aura plus que 12 grammes possibles dans l'air? Comme chaque 100 mètres, la température diminue de 1 degré, ça signifie qu'en montant, on va pouvoir monter de 800 mètres. Si vous montez de 800 mètres, vous perdez 8 degrés. Si vous perdez 8 degrés, vous passez d'une température de 20 à une température de 12 degrés. Et à 12 degrés, vous ne pouvez plus avoir que 12 grammes par mètre cube. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a. Donc on est à 100% d'humidité. Sauf que vous allez encore devoir monter de 1000 mètres. Et donc là, comme on est au point d'humidité relative à 100%, forcément, à chaque fois que vous montez encore, l'air va se libérer d'une partie de son humidité, donc va émettre de la chaleur. On ne perd plus que 0,5 degrés par 100 mètres. Donc vous montez de 1000 mètres, vous perdez encore 5 degrés, si vous me suivez jusque-là. Et il fera, donc il y aura des précipitations très logiquement, il fera 7 degrés à 2000 mètres d'altitude. Ce qui signifie, approximativement, que vous serez toujours à 100% d'humidité, bien évidemment, puisque on s'est débarrassé de l'humidité excessive, mais on n'a pas évacué plus que nécessaire. Et donc, arrivé au sommet, vous avez 100%, ce qui signifie que vous avez 7 grammes possibles et que vous avez 7 grammes réels. En réalité, encore une fois, on l'avait vu, entre 10 et 0, le calcul ne se fait plus de manière aussi évidente, mais conservant ces éléments, ce sera un peu plus simple pour réfléchir. À partir de là, vous allez redescendre. Et encore une fois, l'air en redescendant va se réchauffer. Pour passer de 2000 mètres d'altitude à 400 mètres d'altitude, vous allez parcourir 1600 mètres. 1600 mètres, c'est 16 fois 100 mètres. Donc 16 fois 1 degré gagné. Donc entre 7 degrés au sommet et l'altitude à Altdorf, on va gagner 16 degrés. Comme il fait 7 degrés au sommet, vous en doutez, on aura 23 degrés à Altdorf. 23 degrés, ça signifie que vous pouvez avoir au maximum 23 grammes. Humidité saturante. Vous en avez réellement 7 grammes, puisque entre le sommet et le fond, encore une fois, rien n'a changé. Donc la question qui se pose, c'est quelle est l'humidité relative? À partir de là, vous pouvez faire le calcul assez simplement. Et vous arriverez à 30% d'humidité, tout simplement. Approximativement, bien évidemment. Donc encore une fois, il s'agit de jouer avec humidité absolue, humidité relative et humidité saturante. En fonction de ces combinaisons, en fonction des calculs qu'on a vus précédemment, vous êtes capable de déterminer quelle sera la température et l'humidité en fonction des régions. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Je vais vous donner 2 exercices à faire chez vous. Essayez de les faire au mieux. Si quelque chose pose problème, n'hésitez pas
à m'écrire, à me contacter, à me le faire savoir d'une manière ou d'une autre. Et dans tous les cas, comme toujours, je vous souhaite une excellente semaine.